Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'évolution, partie A. Commençons avec une brève révision d'une couple de définitions. Alors, premièrement, nous avons adaptation et variation. Adaptation, ce qu'on a ici, ça dit que les adaptations correspondent à la mise en accord d'un organisme vivant avec les conditions de son environnement externe par l'entremise de la sélection naturelle. Elle perfectionne les structures, les fonctions des organes et même le comportement de l'organisme afin de les rendre plus aptes à leur rôle dans la vie de l'individu. Ce que ça veut dire, c'est qu'il existe trois types d'adaptation. Nous avons une adaptation morphologique, qui veut simplement dire n'importe quelle structure ou anatomie qui a été modifiée par la sélection naturelle afin d'aider l'organisme à mieux survivre dans son environnement. Nous avons aussi des adaptations physiologiques, qui sont des adaptations d'une fonction quelconque. Alors, on parle d'un organe qui est capable de faire quelque chose qu'il ne faisait pas avant, ou qui fait quelque chose qu'un autre type d'organisme n'est pas capable de faire. L'exemple pourrait être la capacité des vaches, disons, à digérer la cellulose dans les végétaux, que l'être humain n'est pas capable de faire. Et troisièmement, nous avons les adaptations comportementales. Puis les adaptations comportementales sont exactement ce que ça s'appelle, un comportement, une certaine action qu'un organisme fait, qu'un autre organisme ne ferait pas nécessairement de la même façon. Alors, on a trois types d'adaptation. Si on prend un exemple, regardons l'hibou. On pourrait essentiellement dire que toutes les structures qu'on peut voir ici chez le hibou sont des adaptations structurales ou des adaptations morphologiques. Que ce soit la forme de ses plumes, les griffes de ses pattes, la couleur de son pelage, etc. Toutes ces choses-là seraient des adaptations structurales ou des adaptations morphologiques. Le fait que le hibou vole, utilise ses ailes pour s'en aller dans les airs, ça serait un comportement. Les types de proies que le hibou va chasser, un comportement. Le fait que le hibou est nocturne, c'est-à-dire il est actif la nuit et dort le jour, ça serait un comportement aussi. Alors, adaptation comportementale. Et finalement, le fonctionnement de ces organes, c'est-à-dire la façon dont ces organes fonctionnent, qui serait différente d'un autre organisme, ce sont des adaptations physiologiques. On pourrait répéter ce même exercice avec n'importe quel animal, n'importe quelle plante, n'importe quel organisme. Juste regarder ces adaptations structurales, morphologiques, c'est-à-dire comportementales et physiologiques, pour voir qu'est-ce que l'évolution a fait pour mieux modifier cet organisme afin qu'il survive plus facilement. De l'autre côté, nous avons les variations. Maintenant, le mot variation n'est pas tout à fait synonyme avec biodiversité. Oui, on pourrait dire qu'il y a variation entre les différentes espèces dans la nature, c'est-à-dire les arbres sont différents des baleines, ou les chiens sont différents de l'être humain. Alors, en biologie, le terme variation est toute différence entre deux cellules, deux organismes ou deux groupes d'organismes. On a des différences entre espèce A et espèce B, comme mentionné, et on a aussi des différences entre l'individu A et l'individu B de la même espèce. Alors, si on prend l'exemple des deux chiens ici, tous les deux sont de la même espèce, et c'est assez évident que les deux chiens ne sont pas identiques. Différentes couleurs du poil, différentes tailles, différents comportements, etc. Toute différence d'un chien par rapport à l'autre compterait comme étant une variation. Maintenant, la théorie de l'évolution de Charles Darwin n'a pas été inventée du jour au lendemain. Elle est fondée sur des travaux par plusieurs différents chercheurs qui datent de quand même assez longtemps. Si on recule assez loin, nous pouvons même parler de Aristote et Platon, deux philosophes d'avant Jésus-Christ. Eux autres, ils croyaient que les organismes avaient été créés comme qu'ils sont, d'une façon parfaite, selon eux, et qu'ils n'étaient pas changés, qu'ils étaient inchangeables et qu'ils demeuraient comme ça tout le temps. Ça, c'était les premières mentions, si tu veux, de la forme de vie ou les différentes formes de vie sur Terre par Aristote et Platon. Maintenant, ceci a duré pendant environ 2000 ans, jusqu'à temps que les travaux de certains chercheurs dans plusieurs différents domaines de la géographie, la géologie, la biologie et autres ont commencé à, disons, donner des différentes suggestions dans leur théorie à eux. Alors, on peut mentionner les travaux du comte de Buffon, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui publie son travail intitulé « Histoire naturelle » en 44 différents volumes, dans lequel il compare les ressemblances entre l'être humain et le gorille. Et il mentionne aussi que, contrairement à ce que Aristote et Platon avaient suggéré il y a longtemps,
la Terre a beaucoup plus que 6000 ans. Un peu plus tard, vers le début du 19e siècle, un autre savant du nom de Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, chevalier de Lamarck, aussi connu sous le nom de juste Lamarck, pensait que les espèces devenaient de plus en plus complexes avec le temps, jusqu'à ce qu'elles atteignent une forme de perfection, et que, au cours de la vie d'un organisme, il pouvait développer des structures, et ces structures étaient ensuite transmises à la génération suivante. C'est ce qu'il appelait sa théorie de l'usage et le non-usage, et de l'hérédité des caractères acquis. Maintenant, pour son époque à lui, ça c'était correct, parce qu'on ne connaissait pas beaucoup de choses en génétique. Mais vers la fin du 19e siècle, les théories de Lamarck ont été réfutées par les nouvelles recherches, les nouvelles découvertes qui avaient trouvé que ce n'était pas possible pour les caractères acquis d'être donnés à la prochaine génération, vu qu'ils n'étaient pas dans la génétique de l'organisme. On avance encore quelques années, et en 1817, un paléontologue, c'est-à-dire le père de la paléontologie, Georges Cuvier étudiait les différentes formes de fossiles dans les strates. Il a constaté que les espèces disparaissaient et apparaissaient au cours du temps. Il a proposé l'idée que des désastres naturels avaient changé les formes de vie sur Terre de façon révolutionnaire. Plusieurs espèces sont mortes à cause de désastres naturels. Maintenant, en 1830, Charles Lyell réfute les révolutions de Cuvier. Il dit non, si on regarde le record géologique, c'est plutôt des changements qui sont lents, qui sont continus, graduels. Et la Terre est beaucoup, beaucoup plus vieille que le 6000 ans qui avait été proposé dans le temps d'Aristote et Platon. Alors, il accote les suggestions de Buffon. Et il s'était proposé que si les changements géologiques sont lents et subtils, c'est-à-dire difficiles à remarquer, peut-être qu'il y a des changements dans les formes de vie qui sont lents et subtils et difficiles à remarquer. Et Charles Lyell, entre autres, mais plutôt Charles Lyell, était une des plus grandes inspirations de Charles Darwin. Et enfin, le fameux Charles Darwin, qui en 1859 publie son œuvre intitulée « De l'origine des espèces par voie de la sélection naturelle ». Parlons un peu plus de Darwin. C'est en 1801, à l'âge de 22 ans, que le jeune Charles Darwin embarque sur le HMS Beagle, un bateau qui était destiné ou qui avait comme mission de faire la cartographie de toute la côte de l'Amérique du Sud. On peut voir ici un itinéraire du Beagle. La tâche de Darwin dans l'équipage du bateau, c'était d'être naturaliste. Ça fait quoi, juste un naturaliste? Mais ça fait à peu près ce que ça s'appelle, ça observe la nature. La tâche de Darwin, c'était de prendre beaucoup de notes dans son calepin sur les observations qu'il faisait au cours du voyage. Et Darwin n'avait pas vraiment une idée au tout début de l'ampleur de ses observations. Mais plus tard, pour son œuvre justement mentionnée tantôt, de l'origine des espèces, il a été particulièrement marqué par ce qu'il a observé sur les îles Galapagos. Si on regarde de plus près ici les îles Galapagos, c'est plusieurs petites îles parsemées sur un territoire assez limité. Et Darwin avait remarqué que sur ces îles, les formes de vie étaient quand même assez différentes, notamment les différentes espèces de pinsons. On peut voir ici que les pinsons sont assez semblables, avec une différence assez frappante qui est la taille de leur bec. Et Darwin a commencé à se poser des questions sur mais qu'est-ce qui a fait changer la taille du bec de ces oiseaux-là, ou pourquoi les becs de ces pinsons ont tant de différentes formes. Et l'ensemble de toutes ces observations ont mené aux conclusions qui lui a fait publier son œuvre sur la sélection naturelle. Mais avant d'examiner la théorie de Darwin en détail, revenons un peu sur celle de Lamarck. La théorie de Lamarck avait quand même été acceptée par ses pairs pendant plusieurs années. Lamarck disait que, au cours de la vie d'un organisme, les structures qui sont utilisées se développent, tandis que les structures qui ne sont pas utilisées, ou moins utilisées, s'atrophient. Un exemple très concret de ceci, ce serait la masse musculaire. Si on va s'entraîner d'une façon assez ardue, on construit plus de muscles, alors notre muscle se développe. Et si on a des muscles assez développés et on arrête de s'entraîner pendant un bon bout de temps, les muscles vont s'atrophier. Alors cette partie-là de sa théorie était quand même pas pire. Elle avait un certain sens. Là où sa théorie a quand même un assez gros bobo, c'est le deuxième principe de Lamarck qui disait que les caractères acquis, c'est-à-dire les caractères qui sont développés durant la vie d'un organisme, acquis ici est l'antonyme de inné. Inné veut dire on vient au monde avec, c'est dans notre génétique, tandis que acquis veut dire on le développe durant notre vie. Alors ça touche vraiment là ce qui était mentionné au premier point.
Lamarck disait que les caractères acquis, ceux qui sont développés au cours de la vie de l'organisme ou ceux qui sont atrophiés au cours de la vie d'un organisme, sont donnés à la prochaine génération. Alors, si on reprend notre exemple de tantôt, je m'en vais m'entraîner, je développe beaucoup de masse musculaire et je me reproduis lorsque je suis musclé à ce point-là, mes descendants vont avoir beaucoup de muscles. Ou inversement, si je me reproduis à l'époque où mes muscles sont atrophiés ou plus petits, ma progéniture, mes descendants vont avoir des muscles atrophiés ou plus petits. Maintenant, comment Lamarck aurait-il expliqué l'évolution de la girafe, si on prend un exemple? Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, la girafe a un très long cou, de très longues pattes, mais l'ancêtre de la girafe avait une taille quand même plus restreinte. Un cou assez normal et des pattes peut-être un peu moins longues. Qu'est-ce que Lamarck aurait dit? Bien, il aurait dit que l'ancêtre de la girafe broutait l'herbe du sol, mais que lors d'une sécheresse, ou à cause que l'herbe au sol se faisait de plus en plus rare, les girafes étaient forcées à aller chercher de la nourriture dans les arbres. En étirant leur cou, alors en utilisant usage, leur cou, le cou s'allongeait. Alors, qu'est-ce que Lamarck disait? Lamarck n'était quand même pas niaiseux. Là. Il ne disait pas que le cou, lors d'une génération, s'allonge jusqu'ici. Il disait que lors d'une génération, le cou de la girafe peut-être s'allongeait un tout petit peu. Et lorsque cette girafe-là se reproduisait, donnait un cou à sa progéniture, à ses descendants, un tout petit peu plus long. Et ce phénomène se répétait, la prochaine génération allonge son cou un petit peu plus et donne ce cou un petit peu plus long à sa génération suivante, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et on arrive éventuellement avec une girafe à très long cou. Alors, usage, non-usage, utiliser son cou, le développer, et ensuite, héréditer des caractères acquis, donner ce cou plus long à ses descendants. Ça, c'était la théorie de Lamarck. Si on regarde la théorie de Darwin, elle est quand même pas mal différente. Elle est basée sur 5 principes plutôt que juste 2 chez Lamarck. Le premier principe, c'est la surproduction. Darwin nous explique que toute espèce produit un grand nombre de rejetons, alors surproduction. Pourquoi? Bien, si les organismes se reproduisent en abondance, ceci assure qu'il y aura au moins quelques organismes qui vont vivre assez longtemps pour atteindre l'âge reproducteur et pouvoir se reproduire à leur tour. Alors, premier principe, surproduction. Ensuite, on avait variation. Darwin explique que parmi les organismes qui sont produits en abondance, alors plusieurs différents rejetons, plusieurs différents individus dans la progéniture, ils ne sont pas pareils. Tous les individus sont différents. Certains possèdent des bonnes adaptations, d'autres en possèdent des moins bonnes. Alors, le fait qu'il y a beaucoup d'individus mène à la compétition. Et la compétition nous explique que les ressources sont limitées, les individus doivent lutter pour s'emparer de ces ressources-là, ou de se sauver de leurs prédateurs, ou de se creuser un terrier, et ainsi de suite. Et ceci mène à 2 différents individus à faire du tête-à-tête et de lutter ou compétitionner l'un contre l'autre. Lors de cette compétition, certains organismes ont des meilleures adaptations que d'autres, ce qui mène à la survie du plus apte. La survie du plus apte explique que grâce aux adaptations variées, alors les différentes adaptations chez les organismes, certains ont ce qu'on appelle un avantage sélectif, qui veut simplement dire qu'ils ont une adaptation qui leur donne une plus grande chance de survie. Alors ce seront eux qui vont survivre et les autres seront éliminés. Notez bien ici que c'est la survie du plus apte, pas la survie du plus rapide ou la survie du plus fort ou la survie de celui qui a un meilleur sens d'odorat. C'est la survie du plus apte. Qu'est-ce que apte veut dire? Être apte signifie d'être bon à faire quelque chose. Alors parfois c'est le plus fort, parfois c'est le plus rapide, parfois c'est le plus petit qui va avoir un avantage sélectif et donc pourra plus facilement survivre et se reproduire. Maintenant, si on prend les 4 premiers principes de Darwin, et on les répète sur plusieurs générations, ça nous amène au 5e point de la théorie de la sélection naturelle, qui est la spéciation. La spéciation est l'action de former une nouvelle espèce. Ça dit ici que l'accumulation de variations, alors l'accumulation des adaptations de ceux qui ont survécu lors de la compétition et des mutations génétiques vont mener à la modification d'un organisme au point où cet organisme n'est plus du tout semblable à l'organisme du départ, et donc nous avons formé une nouvelle espèce. Si on prend ici un extrait de la publication de l'origine des espèces de Darwin, comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre, ça c'est la surproduction, et que par conséquent il se produit souvent une lutte pour la survie, ça c'est la compétition, il s'ensuit que tout être, s'il varie même légèrement, variation,
d'une manière qui lui est profitable, dans les conditions complexes et quelquefois variables de la vie, aura une meilleure chance pour survivre et ainsi se retrouvera choisi d'une façon naturelle. Survie du plus apte. En raison du principe dominant de l'hérédité, toute variété ainsi choisie aura tendance à se multiplier sous sa forme nouvelle et modifiée. Spéciation. Alors, un très bon extrait qui résume les 5 points de Darwin, et je crois que c'est le premier paragraphe de sa publication. Comment Darwin aurait expliqué l'évolution de la girafe? Alors, même organisme, même exemple que la théorie de Lamarck de tantôt, mais expliqué d'une façon tout à fait différente. Il aurait expliqué qu'au début, il y avait plusieurs ancêtres de la girafe, que ces ancêtres étaient tous différents. Alors, il y en avait qui avaient des plus longs coups, il y en avait qui avaient des coups plus courts. Évidemment, les différences n'étaient pas signifiantes. Il n'y en avait pas qui avaient des coups de 6 pieds, puis il y en avait d'autres qui avaient des coups de 1 pouce. Ils étaient légèrement différents, mais quand même différents. Que le nombre de girafes menait à la compétition. Alors, ils ont eu à modifier leur comportement, qui était de brouter l'herbe par terre et se mettre à chercher les feuilles dans les arbres. Lors de cette compétition, certaines girafes, celles avec le cou plus long, avaient une plus grande chance de survivre et donc de se reproduire et de transmettre ce cou plus long à la génération suivante. On répète ce processus sur plusieurs générations, voyant qu'à chaque génération, on a l'accumulation de ces variations, l'accumulation du cou de plus en plus long, et la girafe évolue le cou et les longues pattes que la girafe a aujourd'hui. Nous utilisons bien la théorie de la sélection naturelle pour expliquer le mécanisme de l'évolution, c'est-à-dire comment les organismes sont modifiés à travers le temps. Mais les experts ne s'entendent pas nécessairement sur le rythme ou la vitesse à laquelle les changements se font. Et il y a 2 modèles qui sont proposés, le modèle du gradualisme et le modèle de l'équilibre ponctuel. Par définition, le modèle du gradualisme stipule que les changements évolutifs se produisent à la suite de petits changements qui s'accumulent à travers les années. Mais le record fossile ne démontre pas le gradualisme, il démontre surtout des gros changements, des changements assez drastiques qui se produisent dans des très courts intervalles de temps. Bien que nous n'avons pas encore découvert tous les fossiles qui existent, et que certains types d'organismes n'ont pas nécessairement laissé de fossiles derrière eux, mais les experts penseraient que plutôt, les changements évolutifs se font à quelle vitesse? Ils se font selon un modèle d'équilibre ponctuel. L'équilibre ponctuel explique que l'histoire évolutive comprend de longues périodes sans changement, alors où la vie ne change pas, ponctuées, voulant dire interrompues, par de courtes périodes durant lesquelles les nouvelles espèces se forment. Et si on regarde un peu à quoi aurait l'air l'arbre évolutif selon les 2 modèles, nous avons quand même une différence. Le gradualisme explique que les changements se font au cours du temps, graduellement, de petits changements, petits changements, petits changements, petits changements, petits changements, qui auraient donné, à partir de l'ancêtre, une nouvelle espèce, A est devenue B. Tandis que l'équilibre ponctuel, ça serait des périodes de temps, disons, de là à là, où il n'y a eu aucun changement, et là, tout à coup, bang! Pendant un très court espace de temps, nous avons eu un changement qui aurait transformé l'espèce A en l'espèce B. Et on peut faire ce type d'analyse pour n'importe quelle branche de cet arbre. Graduel, qui veut dire petit à petit, et équilibre, rien change, ponctué, c'est-à-dire interrompu par de gros changements assez rapides. Ceci termine la partie A de cette vidéo. Cliquez sur le lien en haut à droite pour aller voir la partie B. Merci.